Yamtiba pour revisiter l'actualité africaine, voire internationale, marquée par cette décision de la Cour internationale de justice dans l'affaire opposant d'un côté l'Afrique du Sud et de l'autre Israël. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, s'est donc enfin prononcée, considérant que le risque de génocide par l'armée israélienne est plausible dans la bande de Gaza. Vous l'aurez donc constaté, il n'y aura pas de cessez-le-feu, du moins dans l'immédiat. Mais la Cour internationale de justice exhorte plutôt Israël à limiter les morts et les dégâts dans la bande de Gaza. Doit-on parler d'un verdict inédit au regard justement des enjeux qui entourent cette plainte déposée justement par l'Afrique du Sud? Nous en parlons, messieurs, peut-être un premier tour de table rapide. Je vais démarrer par vous, docteur Yamtiba. Il n'y aura donc pas de cessez-le-feu. La décision, on le rappelle, elle est clairement provisoire. Il n'y aura pas de cessez-le-feu, du moins dans l'immédiat, mais une chose est sûre et certaine au regard justement de ce qu'a projeté la Cour internationale de justice hier. On exhorte tout de même, entre autres Israël, à limiter les morts et les dégâts dans la bande de Gaza, avec notamment l'aspect humanitaire qui est également pris en considération par la plus haute cour, ou du moins par la plus haute juridiction des Nations Unies. Avant le docteur Yamtiba, je voudrais revenir avec vous, patient Parfendom. Que vous inspire ce verdict? Est-ce qu'il faudrait déjà se réjouir du côté de l'Afrique du Sud? On parle d'une première victoire. Est-ce que vous également voyez les choses de la même façon? Oui, d'abord, vraiment, ne faisons pas de la fine bouche. Commençons d'abord par féliciter la République sud-africaine d'avoir pris son courage en deux mains, d'avoir pris ses responsabilités, parce qu'ils sont passés par cette étape-là, de cette violation de l'essence de l'humanité que tout être humain peut avoir. Quand vous avez vécu dans un système comme celui de l'apartheid, vous comprenez très bien la discrimination qui peut frapper tout un peuple, comme c'est le cas aujourd'hui avec les Palestiniens. Et ce n'est pas une histoire qui date du 7 octobre 2023 dernier, mais c'est une longue histoire de violation en continu des droits les plus élémentaires du peuple palestinien à exister. Ça fait plus de 75 ans aujourd'hui que nous vivons ce que nous vivons. Malgré les innombrables décisions prises au niveau de la tribune de l'ONU, des centaines de condamnations, Israël ne s'est jamais plié à respecter ces droits-là. Même les accords d'Oslo, qui étaient d'ailleurs une véritable escroquerie sur le plan intellectuel, parce que c'est elle qui consacre l'expression au lieu d'État palestinien à l'autorité palestinienne, même elle, Israël, a refusé, n'est-ce pas, de les appliquer en assassinant d'ailleurs Yitzhak Rabin, le premier ministre de l'époque, avec ces extrémistes-là qui ont chauffé la population israélienne à blanc jusqu'à pousser cet agent de Shin Bet. On nous dit qu'il était un jeune étudiant, c'était des histoires, c'était un agent de Shin Bet pour assassiner Yitzhak Rabin et remettre en cause ces accords et maintenant redévelopper une rhétorique violente, guerrière, qui ne donne aucune possibilité au peuple palestinien d'espérer un jour vivre en paix dans un État qui leur est normalement consacré, qui est accepté par tous aujourd'hui au niveau des Nations Unies. Donc ce qui s'est passé là, au lieu de commencer à dire oui, on ne leur a pas imposé un cessez-le-feu, n'oublions pas que ce n'est pas le Hamas, excusez-moi, ni le Fatah, ni ce qu'ils appellent l'autorité palestinienne qui a esté l'entité israélienne sioniste au niveau de la Cour internationale de justice. C'est l'Afrique du Sud. Donc, on ne pouvait pas s'attendre que la décision qui soit prise, c'est arrêter, puisque ce n'est pas ça la demande de l'Afrique du Sud. La demande de l'Afrique du Sud se dit, il y a des indices clairs qui montrent que ce qui se passe à Gaza est un génocide, participe à, in fine, enfin, à créer un véritable génocide. Et là, la CIG donne raison à l'Afrique du Sud avec les conséquences que cela peut impliquer. Première conséquence, attention, vous êtes en train, vous avez pris un chemin avec des actes barbares, répréhensibles, mais surtout violentes, que vous posez, d'une violence nulle et qui vont finalement aboutir à un génocide. Deuxièmement, vous avez l'obligation d'ouvrir les corridors humanitaires pour que acheminer de l'aide, parce qu'on ne dit pas assez
Israël a pris des décisions d'un blocus quasi total de la bande de Gaza. De ne pas donner la possibilité au corps médical, encore présent sous les bombes, de pouvoir traiter les gens de manière décente. Les enfants se font opérer au vif. Il n'y a pas d'anesthésie. Sur les presque autour de 23 000, 25 000 morts aujourd'hui, 40% ce sont des enfants. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'Israël est soutenu dans cette démarche pratiquement nazie là, par des pays donneurs de leçons du droit international et de la démocratie. La décision de la CIJ les met aussi en difficulté. Parce qu'un pays comme les États-Unis, qui vend les armes, qui donne les armes à Israël. Vous parlez des alliés d'Israël. Oui, la France, l'Allemagne, le Canada d'ailleurs. On a écouté M. Séjourné parler de droit, comment dire ça, de franchir le pas moral quand on parle de génocide concernant les Israéliens et les Juifs. Je pense que ce monsieur est un peu malade. J'ai aussi écouté la position canadienne par Mme Joly. Je pense que ces gens-là sont complètement dans une autre arène aujourd'hui. Donc cette décision-là les met sérieusement en difficulté. Oh, n'oubliez pas. Cette décision ouvre aussi, non seulement au soutien, les soutiens qui vont venir justement s'arrimer à cette plainte de l'Afrique du Sud, mais ouvre aussi une possibilité au niveau maintenant de la CPI. Parce qu'il y a la Cour internationale de justice. Et la Cour pénale internationale. Voilà. Comment dire ça, avoir un peu plus de tonus avec ces décisions pour maintenant lancer notre procédure qui, elle, risque d'être pénale contre les dirigeants israéliens, dont M. Netanyahou en premier. Donc là, le champ ouvert. Les praticiens du droit et surtout des hommes de loi, surtout des avocats qui sont impliqués dans cette affaire-là, vont certainement maintenant se saisir de cette décision de la CIJ pour davantage densifier, n'est-ce pas, l'ensemble des plaidoyers qui préparent certainement pour mettre en difficulté l'État sioniste d'Israël avec M. Netanyahou et ses soutiens qui tentent de nous faire croire que la vie d'un Palestinien ne compte pas. C'est un nombre comme ça jeté en l'air et que ne peut compter que la figure que nous avons vue le 7 octobre dernier avec qui ont de la place. Je crois que pour les gens qui nous ont dans l'histoire à présenter comme les victimes, parmi les victimes les plus à plaindre par rapport à la Shoah, qui ont subi ce qu'eux-mêmes ont appelé le crime humain le plus ultime, que ce soit eux qui reproduisent ce que nous voyons aujourd'hui en Gaza, mais pas seulement à Gaza, même aujourd'hui au niveau de la Cisjordanie et par rapport à l'ensemble du peuple palestinien. Je crois que là, la conscience humaine se pose la question aujourd'hui sur la validité de certains concepts et si la notoriété que nous devons accorder à certaines autorités, soi-disant mondiales, en ce qui concerne les valeurs humaines et de la démocratie. Merci à vous, patient parfum d'homme. Rappelons que l'Afrique du Sud a qualifié de victoire décisive cette décision de la Cour internationale de justice, en joignant donc Israël à prévenir tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza. Le président Cyril Ramaphosa s'est donc personnellement exprimé en relevant entre autres sa satisfaction, espérant d'ailleurs que cette décision provisoire devait, ou du moins pouvait éventuellement déboucher sur un cessez-le-feu durable de ce côté. On va tout d'abord écouter le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Peut-être avant de prendre la réaction du président sud-africain Cyril Ramaphosa, Monsieur Konaté, l'Afrique du Sud qui salue une décision qui parle d'une victoire décisive pour le droit. On peut déjà néanmoins se dire, au-delà même de tous les manquements qui ont été relevés, parce que d'aucuns estiment qu'il fallait peut-être imposer un cessez-le-feu à Israël du côté de la bande de Gaza, mais historiquement, compte tenu également des enjeux qui entourent cette saisine de la CIJ par l'Afrique du Sud, il faut néanmoins se dire peut-être qu'il s'agit d'un premier pas vers la résolution de cette crise. Il faut surtout dire que c'était assez osé de la part de l'Afrique du Sud, quand on sait les clivages dans lesquels
les autres partenaires d'Israël sont entremêlés. Oui. Il faut dire que l'Afrique du Sud a posé ici un acte audacieux. Et au travers, bien évidemment, de cet acte, eux, les premiers, savaient déjà que, dans le fond, la question en elle-même n'aurait pas eu, effectivement, la réponse souhaitée. C'est-à-dire que une injonction de cessation totale des agressions telles que ça se fait actuellement sur la bande de Gaza, comme on avait vu justement cette CIJ sortir dans le cadre justement de cette agression sur l'Ukraine par la Russie, où il y avait eu clairement une ordonnance qui demandait à la Russie de cesser ces agressions-là. Bien évidemment que la Russie n'avait pas jugé utile de faire respecter. Et donc d'ailleurs aussi, on a bien vu que du côté d'Israël, le Premier ministre Netanyahou avait déjà annoncé le fait qu'il ne se sentirait pas l'obligation de respecter cette décision de justice, quoique il l'aurait prise en compte. Donc l'Afrique du Sud ici, en réalité, marquait la symbolique. Il faut voir ça comme ça. La symbolique, c'était de dire que finalement, celui-là qui semble être l'intouchable qu'est Israël, qui est protégé par ceux-là qui érigent ou alors s'érigent en ordonneur de l'ordre, en ordonnancier de l'ordre international, celui-là aussi a la capacité, effectivement, n'est-ce pas, d'être mis au banc des accusés. Et c'est en cela, peut-être qu'il faut voir effectivement un peu cette rupture qui a été audacieuse, qui a été posée par l'Afrique du Sud. Parce qu'il savait très bien, pertinemment, que cette question n'allait pas être jugée au fond. Le fond, c'était effectivement de condamner Israël et de demander à Israël de cesser toute agression contre la bande de Gaza. Mais déjà, c'est une première victoire, effectivement, d'avoir posé ce problème à la CIJ, quand on sait que la présidente elle-même est une Américaine. Celle qui a prononcé justement cette décision de justice-là. Et donc, quand on sait que cette cour-là, quand même, et on a vu bien qu'ils ont fait de le rappeler que c'est une décision qui est sans appel, donc qui devrait normalement être sanctionnée d'une exécution. Mais sauf que, effectivement, une fois de plus encore, cette CIJ, comme toutes les autres instances internationales telles que l'ONU lui-même, ont des difficultés aujourd'hui, effectivement, à pouvoir implémenter les décisions qui sont prises quand on connaît la position que Israël a prise aujourd'hui. Parce que les décisions, elles sont contraignantes, mais ce qui est souvent remis en cause, c'est le fait justement que, notamment au niveau des Nations Unies, on n'arrive évidemment pas à imposer ces décisions. Est-ce que c'est ce qui vous inquiète? Parce que oui, déjà il y a le droit de veto qui sont justement par certains alliés d'Israël, les alliés naturels tels que les États-Unis et la Grande-Bretagne et autres, qui naturellement vont s'opposer chaque fois qu'il y aura des mesures qui sous-tendraient à mettre Israël justement en difficulté. Mais l'Afrique du Sud ici sort une fois de plus encore grandi sur l'échiquier international parce que elle se positionne au jour d'aujourd'hui, et c'est pas d'ailleurs que que c'est pas dans simplement cette invasion palestinienne aujourd'hui que l'Afrique a pris position par rapport à l'Afrique du Sud a pris position par rapport aux exactions d'Israël. Israël et l'Afrique du Sud, on a souvenance quand même que ça date déjà d'un certain nombre de velléités entre les deux États où justement, comme cela a été rappelé par le doyen Parfait Dôme, les velléités du passé au travers bien évidemment de ce qui l'Afrique du Sud elle-même a subi en termes de préjudice, font que naturellement ils n'ont jamais été en adéquation en réalité avec l'État d'Israël dans sa politique de colonies, d'expansion des colonies. Et donc ça a toujours été l'un des aspects qui est toujours ressorti dans la diplomatie sud-africaine. Et donc, il était normal même qu'il puisse poser en réalité cet acte-là pour essayer d'éveiller davantage les consciences, déjà sur le continent africain, parce qu'on voit que c'est une réponse, ou du moins c'est une action qui vient quand même du continent africain. Ce continent-là qui est généralement toujours un peu considéré comme le dernier de la classe, comme celui-là qui fait simplement du suivisme. L'Afrique du Sud se démarque pour dire que davantage aujourd'hui, plus que demain, le continent africain aujourd'hui veut s'affirmer sur la scène internationale pour ne pas prendre forcément toujours position avec les grandes puissances quand cela ne va pas
dans l'intérêt de l'humanité. Et c'est pourquoi il faudrait déjà saluer la démarche sud-africaine, mais également peut-être saluer la décision de la Cour internationale de justice. Oui, c'est une victoire. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une victoire pour l'Afrique du Sud d'avoir déjà ne serait-ce que amené ce problème à la CIJ et donc d'avoir obtenu une réponse, parce que ce n'est pas quand même des moindres. Ici, aujourd'hui, on met Israël face à ses responsabilités. La CIJ dit simplement, quand vous voyez le résumé de cette ordonnance de justice, c'est de dire que bon, vous avez donc pris sur vous d'aller annexer un territoire, à vous donc de sauvegarder les vies qui y sont, à vous donc de ne pas poser, n'est-ce pas, les germes qui pourraient conduire vers ce pourquoi vous avez été, bien évidemment, accusé, notamment génocide. À vous, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de pouvoir encadrer. Mais une fois de plus encore, vous voyez que dans cette décision de justice de la CIJ, on a voulu jouer la politique du bâton et de la carotte. En réalité, on a voulu condamner sans condamner. Et on a demandé à celui-là qui était l'agresseur, une fois de plus, de vouloir ou alors de pouvoir fournir un certain nombre d'éléments, notamment des rapports et autres, qui pourraient effectivement prouver qu'il n'est pas en train d'aller dans le sens de ce que l'Afrique du Sud serait en train de porter comme accusation à leur endroit. C'est un peu toujours cette fin amère qu'on a justement au travers le format de ces instances internationales qu'on a aujourd'hui, qui ne sont pas prêtes à aller jusqu'au bout en réalité de certaines évidences, mais qui essayent toujours un peu de caresser dans le sens du poil, on va dire comme ça, ceux-là qui font ou qui entretiennent ou alors qui financent bien évidemment ces institutions-là, quand ils savent que eux-mêmes, plus ou moins, tiennent leur existence un peu du fait justement de ces superpuissances-là. C'est un peu malheureusement le format qui continue d'être regrettable quand on pose des faits aussi graves et que malheureusement la seule instance ou alors les seuls milieux où justement nous sommes tous censés aller porter un certain nombre de revendications ne semblent pas pouvoir avoir tous les leviers en réalité pour pouvoir dire le droit tel qu'il se doit et le présenter les choses telles qu'elles sont sans pour autant prendre en considération un certain nombre de facteurs qui sont cruciaux, notamment celui du financement de ces organisations-là. Merci à vous, M. Konaté. Une décision, ou du moins une décision qualifiée de victoire sur le droit par la partie sud-africaine, décision de la Cour internationale de justice qualifiée d'historique par d'autres. Dr Yamtiba, peut-on clairement y dégager des répercussions, notamment sur le plan géopolitique, voire géostratégique, parlant de ce verdict plutôt favorable à la partie sud-africaine qui remporte quand même un bras de fer assez significatif, la Cour internationale de justice qui demande à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir et punir notamment l'incitation directe et publique à commettre notamment le génocide. Est-ce qu'on pourrait clairement y dégager aujourd'hui des répercussions sur le plan géopolitique ou encore géostratégique? Je suis très embarrassé par le fait que les débats tournent autour de la victoire. Il n'y a pas de victoire quand les gens meurent. Aucune victoire à célébrer. Je pense que l'Afrique du Sud, quand on regarde son histoire, en tout cas le peuple sud-africain ne s'attend pas à une victoire, il s'attend simplement à ce que les êtres humains vivent normalement. Mais si c'est le président qui le dit, on fait quoi dans le cas précis? Le fait que une victoire décisive pour le droit. Non. Si c'est le président Cyril Ramaphosa qui le dit. Le droit, pas pour l'Afrique du Sud. Oui. Sur le droit international. Oui, pour le droit. Voilà. Donc, c'est pas une victoire de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud n'avait pas besoin de cette victoire. Elle ne cherche pas une victoire. Ce que l'Afrique du Sud cherche, après avoir vécu l'apartheid, c'est une vie normale pour tout le monde. C'est que l'innommable s'arrête. Peut-être que aujourd'hui, les gens ont tendance à dire, là j'ai entendu l'homme dire que Israël a connu ce qu'il y a de pire. Non, je ne suis pas sûr. Je crois que quand on a perdu 800 millions de personnes sur les traites négrières et les traites arabes, ceux qui ont perdu 6 millions n'ont pas de leçon à nous donner. C'est ce qu'ils se disent. Et ça, c'est vraiment, on ne rentre pas dans leur rhétorique. Ce qu'ils ont subi, ils savent que nous, les Africains, nous le respectons et nous leur disons tout le temps, c'est inacceptable. Nous le leur disons. Mais quand nous avons perdu 800 millions. Si vous avez 800 millions, même dans votre compte bancaire,
C'est quelque chose de très virtuel. Donc, c'est de rappeler ce genre de choses qui va remettre les proportions normales dans les têtes de tout le monde. Et que les gens vont comprendre pourquoi les Africains ont besoin que tout le monde ait une vie normale. D'abord, la situation de cette guerre. Contre qui même l'État d'Israël fait-il la guerre? Ils font la guerre contre qui? Laissons les questions juridiques, la Cour internationale de justice. Israël fait la guerre à qui? À l'État palestinien, il a rappelé les accords d'Oslo. Ils ont dit non, c'est une autorité, c'est pas un État. Vous faites la guerre à qui? Il y a un problème. Est-ce qu'un État, le Hamas est-il un État? Le Hamas est un parti politique. Sommes-nous désormais dans un monde où un État qui n'est pas content des positions d'un parti politique d'un autre pays peut aller faire la guerre aux militants de ce pays-là, de ce parti politique, dans ce pays-là, détruire un pays parce qu'on n'est pas d'accord avec les positions des militants d'un pays? C'est pourquoi votre position n'est pas axée sur une victoire. Pas du tout. Je ne veux pas... Vous axez votre argumentaire sur quoi concrètement, docteur? Mais sur ce que je suis en train de dire. Sur une vie normale. Le droit n'est pas quelque chose qui est à côté de la vie. C'est simplement le consensus auquel on parvient. Et s'il y a un consensus sur lequel le monde est parvenu, c'est pour avoir une vie normale. Mais si on parle de victoire de droit, est-ce que ça peut si nous allons dans ces choses-là, nous adoptons la rhétorique guerrière des Européens et des Américains et d'Israël. On ne rentre pas dedans. Nous devons toujours éviter d'avoir les mêmes éléments de langage que ces gens-là. Vous avez vu, par exemple, c'est une parenthèse, vous avez vu ce que les Européens et les Américains ont fait. Pendant les années 80-90, je parle sous le contrôle de patient Parfendom, les télévisions occidentales citaient une litanie de il y a eu 10 morts là-bas, en Afghanistan, 20 morts en Irak, etc. Ils ont réussi à nous amener cette litanie-là dans nos pays et sur nos chaînes de télévision. Tous les matins, il faut qu'on se lève, on dit non, il y a eu des terroristes que nos armées ont tués à tel endroit, on a perdu tel nombre de soldats dans les guerres contre les terroristes. Nous devons refuser ça. À partir où nous commençons à refuser d'abord la représentation de ces choses-là, nous refuserons qu'elles ne se produisent dans nos territoires. Il n'est pas question de rentrer dans les histoires de victoire. L'Afrique du Sud n'est pas un avocat qui a besoin d'une victoire pour aller gagner un autre procès. L'Afrique du Sud rappelle des principes simples de la vie de tous les jours. Des principes de l'être humain. Vous n'avez pas à tuer les gens comme ça. C'est ce que l'Afrique du Sud rappelle. Donc, ce n'est pas une victoire de l'Afrique du Sud, ce n'est pas une victoire du droit. C'est simplement une action normale de gens normaux. Des gens qui sont forts. Parce que la vérité. Parce que si on dit... veiller sur les éléments de génocide, tout ce que la Cour internationale de justice dit. Attention, la vérité. La vérité, la justice, la paix. Il faut être un homme fort. Un homme qui a de haute qualité morale pour les construire. Les hommes faibles font la guerre. Quand vous êtes faible, vous tuez tout le monde. Et comme ça, on s'arrête là. Vous voyez la différence de rhétorique. Vous voyez la différence de langage. Pour les Européens, les Américains et les Israéliens, quand vous êtes fort, vous tapez tout le monde. Pour nous, les Africains, c'est pas ça être fort. Être fort, avoir une haute qualité morale et éthique, vous devez construire la paix. Vous construisez la paix. Parce qu'elle est plus difficile à construire qu'on ne le croit. C'est beaucoup plus facile de bombarder tout le monde, de taper tout le monde, de tuer tout le monde. C'est simple. Mais avoir le courage de construire la paix, c'est une chose très compliquée. C'est d'ailleurs très rare. C'est tellement rare que la seule chose qu'Israël a trouvée depuis 75 ans, mais c'est de taper sur les Palestiniens. Je vous rappelle d'ailleurs, et c'est pour ça que ce qui donne du relief à ce que l'Afrique du Sud fait, c'est que quand vous regardez les vidéos des années 18-20, 1918-1920 de la Palestine, ce sont les Noirs qui étaient là. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, on voit des gens, ils sont palestiniens, ils sont tout blancs, mais il y avait beaucoup plus de noirs là-bas que de gens qui ont ce teint clair là. Voilà.
Et quand arrivent les années 40, 50, on décide qu'ils ne doivent plus être là. Et les quelques Noirs que les Israéliens sont allés chercher en Éthiopie, ils les stérilisent. Parce qu'ils ne veulent pas que la population noire se multiplie. C'est de la faiblesse, c'est être des gens faibles. Est-ce que le droit de se défendre d'Israël signifie traverser les frontières pour aller détruire les autres peuples? Est-ce que c'est ça le droit de se défendre? Donc aujourd'hui, ce qu'Israël justifie là, mais c'est de la rhétorique européenne et américaine. Hein. N'oubliez pas, la projection, ils appelaient ça comment ils appelaient ça dans les années 90, quand ils sont allés en Somalie, ils ont appelé ça les guerres, une sorte d'anticipation. Les guerres préventives, voilà. Donc vous avez le droit, à partir du moment où quelqu'un a peint son mur en rouge, et vous estimez que le rouge là va créer un problème chez vous, vous venez vous bombarder chez lui. On ne peut pas se permettre ça. C'est ça que Israël est en train de nous dire. On ne peut pas se permettre, ce n'est pas ça le droit fondamental d'Israël de se défendre. Le droit d'Israël de se défendre, c'est de rester dans ce qui devrait être ses frontières reconnues internationalement, mais là encore on a un problème. Quelles sont les véritables frontières d'Israël? Je ne vais pas rentrer dans le débat. La décision de la Cour de justice, Dr Yamtimba, est-ce qu'elle pourrait éventuellement avoir des répercussions sur le conflit qui a repris depuis le 7 octobre? Cette décision, je vais vous dire ce que je pense. Tout le monde dit que c'est une victoire. Je trouve que c'est du ponce pilatisme. Oui, vous avez... Non, je ne l'ai pas encore dit. C'est maintenant que je viens de le dire. Je trouve que c'est du ponce pilatisme. La Cour internationale de justice dit qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de génocide. Mais comment vous dites que les gens continuent à faire la guerre Israël continue à pilonner la bande de Gaza et vous estimez qu'il n'y aura pas de génocide? Le génocide vient de quoi? Mais le génocide vient du fait que on bombarde tout d'ailleurs, je ne sais même pas comment vous pouvez bombarder intelligemment en disant que vous n'allez toucher que les combattants et pas les civils. Donc, vous devez, si la Cour a le pouvoir d'ordonner l'arrêt de la campagne militaire, c'est ce qu'elle aurait dû faire. C'est la seule façon pour qu'il n'y ait pas de génocide. La Cour a le pouvoir, on le rappelle. Elle peut ordonner. Vous avez compris que c'était plutôt un sarcasme. C'était un sarcasme que j'exprimais. Ouais. Si la Cour a ce pouvoir-là, mais c'est ce qu'elle aurait dû faire, pourquoi elle ne le fait pas? Donc elle fait du ponce pilatisme. Oui. Et elle laisse Israël continuer à bombarder. Elle dit non, gardez les documents qui vont permettre d'établir plus tard qu'il y a génocide. Quelle est l'armée du monde qui va vous donner les documents qui prouvent qu'il a provoqué un génocide? Vous êtes Camerounais. Vous savez très bien, vous avez historiquement une telle situation. Comment est-ce que ce sera possible? Ça ne se fera pas. L'autre chose, puisqu'on nous a clairement exprimé qu'on a aujourd'hui des éléments qui tendent à démontrer que ce sont des intérêts économiques qui seraient à l'origine de toute cette campagne et que c'est masqué sous le fait que le Hamas aurait fait ci, aurait fait ça. Et que d'ailleurs, ces intérêts économiques ont été pensés, ou on a commencé à y réfléchir depuis plusieurs décennies, et ça correspond bizarrement au moment de la création du Hamas. Et on sait aujourd'hui qu'Israël y a contribué voulant affaiblir le Fatah de Yasser Arafat. Merci à vous. Non, laissez-moi finir une phrase. Israël... Non, attendez. Nous allons avancer dans le débat, docteur Yamtimba. Non, je ne suis pas en train de faire un débat. Le problème est que nous parlons de ce qu'on trouve partout. On ne parle pas de ce qu'on ne trouve pas partout. Et qui est le véritable enjeu? Le véritable enjeu, la raison pour laquelle je vous dis que c'est du ponce pilatisme alors qu'on aurait dû ordonner l'arrêt de la campagne militaire, c'est parce que les Européens et les Américains sont impliqués dans les intérêts économiques, la construction de ce canal-là, l'exploitation du gaz de la bande de Gaza. C'est eux qui sont impliqués là avec les Israéliens. Et donc ils tiennent tous à ce que ce territoire, à ce qu'il y ait ce génocide, à ce qu'il n'y ait plus de Palestiniens pour défendre leur terre. Des enjeux géostratégiques autour justement de ce qui se passe de ce côté. Or, la Shoah, et c'est ça qu'il faut rappeler aux Israéliens, la Shoah est née d'intérêts, la défense d'intérêts économiques. Donc si vous prenez les intérêts économiques aujourd'hui, vous les justifiez une guerre. Vous faites une guerre pour ces intérêts économiques. Alors que la guerre qui a détruit 6 millions de Juifs était basée sur des intérêts économiques. D'ailleurs, toutes les guerres sont basées sur des intérêts économiques. Je veux dire qu'il y a là un problème chez Israël. Et la Cour internationale de justice ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Elle aurait donc dû ordonner l'arrêt de cette campagne militaire, quitte à ce qu'Israël ne mette pas en application ces décisions. Mais vous ordonnez, ce qui prouve que vous êtes du côté du droit. Là, l'Afrique du Sud fait son travail. Il faut qu'elle soit soutenue par toute l'Afrique parce que nous avons connu la colonisation, la ségrégation et l'apartheid pour que
le reste du monde sache que l'Afrique restera toujours le berceau de la quête mondiale de la justice. Merci à vous, docteur Yamtiba. Patient parfait d'homme, vous souhaitez rebondir Oui. rapidement avant que nous passions à autre chose. Très rapidement. Écoutez, le militant panafricain que je suis ne peut pas laisser passer certaines choses. Vous savez que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Le narratif occidental qui était le plus divulgué jusqu'à un passé pas très longtemps, ne certifiait que 2 génocides. Le génocide des Juifs et, pour faire gentil, le génocide rwandais. Depuis plus d'une décennie sur les plateaux, je m'évertue à expliquer que non, le génocide le plus important que l'humanité ait connu a été la traite négrière. Et expliquant, même sur votre plateau, il y a encore quelques jours, je l'ai expliqué, c'est avec Manuel Asikri. Donc, ce débat. Mais il faut retourner l'argument à cette conscience occidentale, parlant du génocide juif comme le génocide ultime, et en leur démontrant le caractère, j'allais dire, contradictoire de leur raisonnement. Comment vous pouvez, en même temps, dire que ce fut inacceptable, ce qui arriva aux Juifs pendant cette période de la Shoah, et laisser que ceux-là, qui sont les héritiers de cette histoire-là, recommettent aujourd'hui, en amplifiant d'ailleurs. Parce que si on prend aujourd'hui en termes de proportion, ce qu'ils sont en train de faire est terrible et grave. Donc, il faut le leur rappeler, premièrement. Deuxièmement, oui, c'est une victoire. Je rappelle, je compte rappeler. L'Afrique du Sud n'est pas partie prenante dans comment dire ça? Elle n'est pas belligérante de manière directe. Elle vient au nom du droit international, de la conscience humaine, venir auprès de la Cour internationale de justice en disant attention, il y a quelque chose qui est en train de se produire à Gaza et dont les éléments à notre possession et que je vais mettre à votre appréciation démontrent que nous sommes en plein dans le processus qui va aboutir à un génocide. Et là, la CIJ a donné raison à l'Afrique du Sud. Donc c'est une victoire. C'est une victoire. Je vous fais l'économie des pressions que les juges de cette cour-là ont subies. Personne n'espérait même que ça puisse aboutir comme ça, parce que en règle générale, c'est que taisez-vous, vous n'avez rien à dire, non, on continue le business. Mais là, ces juges-là ont été obligés de reconnaître qu'il y a des éléments probants que si rien n'est fait, nous allons aboutir à un génocide. Et ça ouvre d'autres portes maintenant pour que, justement, et vous avez vu que l'Afrique du Sud a été accompagnée, a été soutenue aussi par d'autres pays, même occidentaux. J'ai été un peu curieux, j'allais dire un peu, il y a l'Espagne, il y a la Belgique, il y a des soutiens autour de la plainte, et ça m'a paru quand même qu'il y a une évolution. Je ne parle même pas des opinions qui se sont totalement retournées contre. Même pire encore. Par exemple, l'Algérie a demandé une réunion rapide du Conseil de sécurité de l'ONU. Je crois que ça va se tenir demain. Mieux, la Cour pénale internationale va se saisir de cette décision de la CIJ pour maintenant, sur le plan pénal, attention, avec le poids des avocats, n'est-ce pas, qui se sont déjà constitués. Le Chili, à lui tout seul, a déjà constitué, je crois, 300 avocats. À lui tout seul, le Chili. 300 avocats pour aller plaider cette cause-là. Donc, il y a une modification de cette perception. On n'est plus dans la perception magique qu'on ne peut rien faire au peuple élu. Il y a une modification de la perception aujourd'hui des opinions internationales sur la question de cette nocivité, de cette barbarie, de cette sauvagerie de l'État d'Israël vis-à-vis du peuple palestinien. Donc il y aura des éléments nouveaux. Il y aura maintenant un problème. Est-ce que Israël est signataire de tous les textes de la CPI? Non, le problème... CPI non, mais CIG. Le CIG, oui. Non, je pose une question qui est précise. Non, je parle de la CIG, oui. Non, oui. Parce que tu as dit la CPI va se saisir maintenant du dossier sur le plan pénal. Oui. À partir du moment où ils ne sont pas signataires, ils ne sont pas partie prenante, partie liée.
au statut de Rome, à la CPI. Mais ça n'a pas empêché, est-ce que la Russie n'était pas signataire de la CPI? Ça n'a pas empêché à cette CPI de se prononcer contre un mandat d'arrêt contre Poutine. Ah ouais, c'est ça. Je veux donc dire que c'est au niveau de ces symboles-là. Que c'est important. Non, pas du tout. Écoutez, pas du tout. La Russie... Non, attention. La Russie... En une minute, docteur. La Russie, non, c'est pas ça. Si d'après les textes qui instituent la CPI, un État... Les statuts de Rome. C'est à partir des statuts de Rome, parce qu'il y a plusieurs textes. Vous pouvez être signataire du statut de Rome, mais pas forcément de la CPI. Oui. Et la Russie, je crois qu'au niveau du statut de Rome, mais pas forcément de la CPI. Et il se trouve qu'il faudrait vérifier tout ça. Mais ce qui est important, c'est que si vous n'êtes signataire d'aucun de ces textes, c'est le cas par exemple des États-Unis, quand Mme Bensouda a essayé de dire oui, enfin, sur la pression des Africains qui disaient mais pourquoi vous tenez Gbagbo alors que les Américains sont en Afghanistan, en Irak, tout le monde lui a rappelé. Les Américains lui ont rappelé, ils ne sont pas signataires de ces trucs-là. Donc on ne peut pas vous attaquer à nos soldats alors qu'ils sont pas, ce n'est pas signataire de ça. Donc, à partir du moment où Israël n'est pas signataire de ces choses-là, on ne peut pas les attaquer. Docteur Yam, au moment où on arrête le président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est pas signataire. Non, attention, nous allons avancer. C'est pas lié au pouvoir de la CPI. Non, ce n'est pas ça. C'est lié à ça. Et Ouattara va régulariser ça. Pour le camp occidental, ce verdict-là, c'est une défaite. Voilà. Il faut vraiment continuer si vous y tenez, voilà. Moi c'est pas ça le problème. Je vous dis simplement, la CPI, telle qu'elle fonctionne, ne pourra pas s'attaquer à Israël parce qu'Israël n'en est pas signataire. Voilà. Ni du statut de Rome dès le départ, ni la CPI. Donc le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis ceci. Tout le monde parle de victoire, mais moi je vois là où les choses auraient dû être opérationnelles, effectives, et avoir un impact. Je ne vois pas par où on va passer pour tenir Israël. La vérité est que l'ONU, et c'est l'occasion peut-être de dire deux mots sur l'organisation de l'ONU. Ce qu'on a dit, et qu'on ne cesse, certains comme moi ne cessent de répéter, c'est de dire que tel que l'ONU fonctionne, ça n'aide pas la construction de la paix mondiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes membre de l'ONU, ça devait être automatique que vous êtes membre de toutes les instances de l'ONU et de tous les démembrements de l'ONU. À partir de là, la CPI, la CIJ ou tout le reste pourraient donc en fait agir. Mais les Américains ont bien fait en 1944, ils se sont arrangés avec leurs amis à dire en fait, vous pouvez être membre de l'ONU sans être partie prenante de tous les démembrements. Pourquoi? Parce qu'ils se couvraient. Oui, mais en même temps aussi, on peut ne pas être membre, mais on peut exercer la pression sur les pays membres. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas membre de quelque chose, mais vous trouvez quand même que cette chose est importante? Je prends un exemple simple. Vladimir Poutine, qui n'est pas membre justement de ce traité, il y a eu un mandat d'arrêt contre lui. Et vous vous souvenez que c'est pour cela qu'il n'est pas arrivé en Afrique du Sud. Non, c'est parce que l'Afrique du Sud, elle est pas... Il y a des pays sur lesquels la CPI aujourd'hui peut prendre effectivement une décision. Mais non, c'est pas vrai. Même une décision actuellement, même si ce n'est pas un membre. Non, ce n'est pas vrai. Mais l'exercer sur les pays qui sont membres. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas là en Afrique du Sud. Ces pays-là, justement, n'est-ce pas, contraignent l'intéressé à ne pas ou alors à se soumettre à ça change quoi? Ça change quoi par rapport à la Palestine? Ça va changer quoi Israël? Les soutiens importants de Israël ne sont pas ceux-là. Par exemple, peut décider d'exécuter par exemple cette décision de justice et de demander par exemple à Israël. Arrêter Netanyahou. Elle peut par exemple revoir sa coopération avec Israël. Le Cameroun, qui l'oblige à ça? Nous allons avancer, monsieur. Merci. Non, on n'est pas sur ce qui peut. Juste 2 secondes. Ce que je vous dis, c'est ceci. Attention, le monde ne fonctionne pas comme nous on l'imagine là. Vous ne pouvez pas faire pression sur Israël si Israël n'est pas membre de votre affaire, de la CPI ou du statut de Rome. À partir du moment où ils ne sont pas partie prenante de cette affaire, vous n'avez aucune pression à faire sur eux. L'Afrique du Sud, avec le voyage de Vladimir Poutine au sommet des BRICS, c'est parce que l'Afrique du Sud a reculé. C'est l'Afrique du Sud qui recule. Et tout ce qui se passe là, ce que l'Afrique du Sud fait pour la Palestine là, il faut que les gens comprennent, et c'est peut-être ça qui est là, c'est ça la grande, c'est ça qu'il faut louer chez les Sud-Africains. Parce que quand ils vivaient l'apartheid, le Fatah, la Palestine les a soutenus. Et donc, ce qu'ils font là, c'est un exercice de loyauté
et de reconnaissance, de gratitude que nous saluons. Par contre, quelles que soient les décisions qui vont être prises, je voulais simplement dire à Patient Pafendoum que le temps qui nous a la été imparti CPI... sur la thématique d'accueil est déjà écoulé. Elle est très importante, la thématique. Plus importante que des éléments qui n'ont pas d'intérêt. Ça, elle est très importante. La CPI, le problème, c'est pour ça qu'Israël rigole et il dit rien ne nous arrêtera. Non, c'est pas vrai. Israël, qu'est-ce que Netanyahou a dit? Il a dit personne, il lâche du mal, machin et tout ça, personne ne nous arrêtera. Si on avait un débat de fond à la là-dessus, limite, vous devez comprendre que Netanyahou le dit, mais il sait pertinemment qu'il se met terriblement en danger aujourd'hui. il se met en Même danger en avec quoi? interne. Non, attention. En danger avec quoi? Ce débat, Vous lui faites quoi? on n'a pas le temps Tant de que faire les ce États-Unis, débat. le parapluie est là, ils croient que C'est pas sûr, justement même c'est en ça. interne, Non, en il interne, c'est s'affaiblit autre chose. terriblement. En interne, la Donc, CPI... attention. Une personne à la fois pour que vous soyez audible. En interne, non, attention, ne mélangeons pas les choses. Une personne à la Nous fois. parlons de M. Netanyahou, qui est le Premier ministre d'Israël, et qui va vous dire, je n'aurai pas de problème. Netanyahou n'a aucun intérêt à aller en Afrique du Sud. Il sait historiquement que l'Afrique du Sud a eu le soutien pendant tout le temps de l'apartheid de la Palestine, donc il n'ira pas là-bas. Par contre, il va aller aux États-Unis et il n'y a aucun risque qui va lui arriver. Les questions internes à Israël n'ont rien à voir avec la CPI. Si maintenant ça change et qu'il y a un nouveau gouvernement en Israël qui signe le traité de Rome et tous les documents de la CPI, ça c'est différent. Mais pour le moment, ce que je vais vous dire, là où j'attire votre attention, vous ne le voyez pas. Là où j'attire votre attention, c'est qu'aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il devrait y avoir une coalition des peuples anciennement dominés qui vont donc soutenir tous les peuples qui, dans le monde, leur ont apporté leur soutien et faire que ça ne puisse pas aller. Là, l'Afrique du Sud a commencé un travail juridique. Mais je vais vous dire une chose. S'il existait un État fédératif du continent noir et qui avait dit à Israël, nous avons 1 million d'hommes en armes qui vont passer par le canal de Suez, la réaction n'aurait pas été celle-là. Netanyahou n'aurait pas dit ce qu'il dit là. Voilà. Merci à vous, docteur Yamtiba, la thématique. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.